bonjour, bonsoir à tous les catcheurs et les catchis et bienvenue dans ce nouveau podcast de Enigmatic et Salmon qui va parler d'une année bien particulière cette fois-ci, une année bien populaire dans la sphère française francophone, une année qui démontrait le prime du catch justement. Et modestement, on va parler de l'année 2009 et justement je serai accompagné d'un invité que vous connaissez très bien, que je vais modestement appeler Pépé Foot. Salut Pépé Foot, comment ça va? Salut à tous, merci encore de m'inviter sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir de parler de catch, c'est toujours un plaisir aussi éventuellement parler de foot un de ces jours. Ouais. Et puis revenir sur cette année 2009, cette belle année 2009 dont je me souviens encore. Donc avec plaisir que je reviens encore sur ta chaîne une fois de plus. D'ailleurs, il me semblait que tu avais commencé un peu avant ou bien c'était vraiment pile en 2009? J'ai commencé en 2005, mais c'est vrai qu'en 2005, je me souviens pas trop de ce qui se passait. Parce que là, j'avais vraiment 6 ans, donc je me rappelle pas vraiment. Alors que à partir de 2008-2009, là, vraiment, j'ai des souvenirs solides et dont je peux parler, même si ça commence à remonter maintenant. Je me souviens plus à partir de 2008-2009, donc oui, c'est plus intéressant de parler de ces années-là. Ah oui, moi aussi c'est pile en 2009 que j'ai commencé littéralement et je pense dans la période février-mars, j'ai plus de souvenirs exacts, mais c'était vraiment la belle période vraiment où on pouvait regarder les shows, on attendait ça avec impatience, l'époque où on n'était pas sur les forums, où il n'y avait pas les sites de news. Ah, c'était bien. Hein. Et en plus on voyait pas les PPV. Moi je voyais jamais les PPV. Alors je voyais juste au Raw suivant, là je voyais les résultats. C'était que Raw SmackDown. Il n'y avait pas de PPV à l'époque. Ah mais dommage pour toi, hein. De mon côté, bon ça allait plutôt bien. Bon, du moins je n'avais pas tous les pay-per-view. Mais par le biais des chaînes Canal, ça diffusait parfois les pay-per-view. Je me rappelle le premier pay-per-view que j'ai vraiment regardé, Backlash, et aussi le fait de pouvoir voir avoir certains DVD quand je regardais aussi des shows dans des kiosques. Donc un des premiers trucs de catch que j'ai vu aussi, donc c'était un DVD d'Elimination, non c'était pas Elimination Chamber à l'époque, No Way Out, voilà. Ouais, c'est vrai que moi les PPV c'était aussi par le biais des DVD, hein, mais du coup c'était souvent plusieurs mois, voire plusieurs années après, je voyais toujours des WrestleMania en retard, 2 ans après, 3 ans après. J'ai jamais, à cette époque-là, c'est vrai que je voyais pas les pay-per-view en direct. Je les voyais toujours bien après, alors que je savais déjà les résultats, etc. Ah oui, pour la plupart du temps, c'était souvent comme ça. Hein. Du coup, après cette vision globale, on va un peu passer au vif du sujet, plus détailler les gros faits marquants. Et je vais commencer par la dernière année active de l'icône Jeff Hardy. Déjà, je vais te laisser donner ton impression sur Jeff Hardy. Moi, déjà, bon, c'est mon catcheur préféré all time, je le cache pas. Donc, avant de commencer, je te laisse dire ce que tu en penses. Ce que je pense de Jeff Hardy, c'est quel dommage. Il a eu une grosse carrière tout de même. Il a quand même eu une carrière respectable, mais je pense qu'il aurait pu peut-être faire mieux s'il n'avait pas eu tous ces problèmes d'addiction, parce que c'était vraiment une star à un moment. Hein. C'était la star principale au niveau des jeunes. Moi, j'ai totalement touché par Jeff Hardy, on l'était tous. On était tous derrière lui. En plus, en 2009, je pense que c'est l'une de ses meilleures années, si ce n'est pas la meilleure, qui est d'ailleurs sa dernière. Ah oui, clairement. Avant de partir. Il enchaîne une feud avec Edge. Déjà, pour commencer par le commencement, le mec qui commence quand même l'année champion WWE, hein, c'est pas rien quand même. En plus, il a bien compris l'année 2008, il commence bien 2009, en étant champion de WWE, c'était trop bien. Mais le
problème avec Jeff Hardy, après peut-être c'est son rôle aussi d'underdog, c'est qu'il gardait jamais longtemps les titres. Et j'étais tout le temps frustré de le voir gagner et de le perdre tout de suite après. C'est vrai. Et de se mettre encore à être derrière, recourir après les titres. Donc c'est vrai qu'il a gagné la ceinture et il a vite perdu derrière, j'ai l'impression. Ouais, Enfin, si je me souviens bien, il n'a pas gardé longtemps le titre WWE. Ah mais c'est vrai que c'était vraiment frustrant de voir qu'il n'avait pas des règnes longs globalement. Et même si, bon, pour moi son meilleur règne c'était son dernier du championnat du monde poids lourd. Mais il restait quand même intéressant, il restait attractif. J'aimais bien, il y en a qui l'aiment parce que, bon, il a ce côté sombre, mystérieux que, bon, personnellement je ne voyais pas. Je voyais plus le côté cascadeur et artiste torturé au vu de ses maquillages, mais vraiment le côté cascade c'était un truc de ouf. Ah, je me rappelle où j'imitais la gestuelle de Jeff Hardy, je faisais des swatom bombs sur mes cousins sur un lit superposé. Vraiment c'était adrénaline in my soul là, comme Cody. Tout pareil, hein. Je faisais les swatom bombs sur mon frère. On était tous team Jeff Hardy à l'époque, vraiment. Hein. C'était il avait trouvé le truc qui fonctionnait. Il était, je sais pas, il était juste lui-même et ça marchait en fait. Ah oui, c'est clair. Ça marchait. Ce côté, moi, c'est vrai que moi, je retiens plus ce côté de peinture faciale, colorée, feu d'artifice quand il entre, son entrée, sa musique et tout. C'était tout parfait. Et d'ailleurs, on va commencer par parler des feuds de Jeff Hardy en commençant par... Bon, il y avait bien la rivalité avec Edge, mais c'était plus une étape pour sa rivalité contre Matt Hardy, qui le trahit au Royal Rumble pour lui coûter le titre et Edge qui reprend. D'ailleurs, en fait, le truc c'était que ça devait être Christian à la place, donc visiblement ça a leak et du coup les plans ont changé et au final c'était Matt Hardy. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Cette rivalité avec Matt Hardy. Non, mais d'abord du fait que de base ça devait être Christian, mais au final c'est Matt Hardy qui a été pris parce que ça a été spoilé. Tu penses quoi de cette situation ? Je pense que finalement c'est pas si mal que c'est fini en étant Matt Hardy parce que c'est un peu plus impactant du fait que c'est son frère. Du coup on se souvient tous un peu de cette rivalité, de la trahison de Matt Hardy sur son frère. Il lui fait exploser des feux d'artifice au visage. Alors ça c'était un moment extrêmement choquant pour moi. La maison a brûlé, ouais. Moi, 10 ans qu'il voit Jeff Hardy faire son entrée, ces feux d'artifice qui lui explosent dessus, j'ai cru qu'il était mort, le gars. Ah oui, clairement. Moi, je pensais qu'il allait perdre la vue, hein. Pourtant, j'ai vu ce moment-là très très tard, hein. Ouais, mais moi, je l'ai vu en direct, je m'en souviens. Et ouais, non, j'avais cru à fond. Après, à l'époque, je pensais que c'était vrai, donc forcément. Bah oui, c'est sûr. Ça marche encore mieux. Ouais. Mais je me demande si c'était Christian, est-ce que ça aurait eu le même impact ? Tu penses que ça aurait eu le même impact ? Sincèrement, je pense pas. Non, moi aussi je suis d'accord. Moi aussi d'accord, ça n'aurait pas eu le même impact de 1 et de 2 que Matt Hardy soit là parce que Christian ça a été spoilé et qu'on a changé, au final je m'en bats un peu les couilles quoi. À un moment, même si ça devait être un mec de base, c'est pas grave quoi. Au moins comme tu as dit, Matt Hardy c'était clairement la meilleure solution et ça a permis de rendre la rivalité plus mémorable qu'un Christian qui aurait même s'il a fait un beau parcours à la TNA, il aurait juste été le sbire de Edge une fois de plus quoi. Ça n'aurait rien apporté de neuf. Ou alors il aurait été le sbire de Edge, il aurait trahi, il aurait perdu contre Edge avant de se retrouver dans les limbes. Genre, qu'est-ce qu'on aurait pu attendre si c'était Christian ? Christian aurait juste fait I did it for Edge. C'est ok Rikishi, mais bon. C'est vrai, je me demande, ça aurait été quoi sa raison principale à part aider Edge. Et puis, oui, ça aurait pu être cool, mais ça aurait été clairement moins impactant que cette jalousie fraternelle qui était, à mon sens, une meilleure histoire à raconter. Finalement, c'était une bonne chose que c'est Elick. Je savais pas ça, par exemple. Tu me l'apprends à l'instant, mais
Bon, je savais même pas que ça devait être Christian, mais finalement, je suis bien content que c'est fini par être Matardi. Comme quoi, traîner sur les forums et les réseaux, c'était pas si mal, hein. Bah oui, Ah, et ça me manque encore cette époque hein, où j'avais pas les forums, j'étais pas sur les réseaux, hmm, je savais pas qu'il allait avoir une surprise, je savais pas que telle personne allait débarquer. ouais, Là, on est spoilé de quasiment tout. Donc bon. ouais. Ah, mais que veux-tu, vraiment l'évolution des réseaux sociaux, c'est ça, hein. Mais sinon, pour revenir à Matt Hardy, ouais, hein. Là, Matt Hardy, en fait, il était à sa place, hein. Donc, surtout que c'est pas la première fois qu'il montre qu'il pouvait avoir des gros programmes, à défaut d'être un main eventer ou d'être au niveau de son frère, mais quand il faut être là, il est là, quoi. Surtout la rivalité avec Jeff Hardy, comme tu as dit, où il exprime sa jalousie. Il faisait des promos de souvenirs, il était un peu dans le noir comme ça, avec une musique de fond. C'était très intriguant. C'était intriguant, Hmm. effectivement. Mais Matardi, il est bien dans ce rôle-là quand il doit se confronter à des personnes entre guillemets, de la vie réelle. Parce que son frère, c'est vrai que ça aurait pu prendre cette tournure de jalousie. Une petite frontière entre la réalité et la fiction, et la fiction, pardon. Fiction. Même si, j'allais dire friction, et la fiction, même si, bon, je pense pas qu'il y ait une telle jalousie entre frères, mais ils ont bien fait de jouer sur ça, de la même manière qu'ils avaient joué sur l'histoire avec Lita. Ouais, Donc, c'est ça. et puis, de l'histoire avec Lita, Matardi aussi, il avait fait de très bonnes promos, donc je trouve qu'il est très bon quand il est confronté avec des personnes qu'il connaît vraiment, avec qui il a un réel lien. Donc, ça rajoute encore plus, ouais, cet aspect réaliste à l'histoire. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque j'ai regardé des trucs de catch pour la première fois de ma vie, je précise, c'est littéralement les 3 premiers mecs que j'ai vus. Genre, le premier match que j'ai vu, c'était lors d'un SmackDown. Je sais plus si c'est un SmackDown, je crois que c'est du mois de mars. Et entre Edge et Jeff Hardy, Edge était champion du monde poids lourd à ce moment-là. Et à la fin, c'est Matt Hardy qui vient tabasser son frère pour la disqualification, qui intervient, tout ça. Ah oui, ok, donc Le ce deux, match-là. ouais, ouais. Donc, c'est un SmackDown random que j'ai commencé le catch. Vraiment. Ensuite, Ok. Ensuite, le deuxième truc, justement, c'est le revisionnage du Royal Rumble dans un kiosque, où il y avait ces mêmes trois-là, donc, comme Oui. quoi, c'était visiblement mon destin de commencer par là. Et le dernier truc, c'est No Way Out, avec Edge et Jeff Hardy, encore. Donc, 3 fois, je Encore. vois les 3 mecs, voilà. Donc, petite anecdote du lunatique, voilà comment j'ai commencé le catch et comment je continue toujours, voilà. Et Ok, ok. du coup, parmi les matchs qu'il y a eu entre Jeff et Matt Hardy, quel est ton favori, justement? Alors, mon favori, ça va pas forcément. J'irai sur celui dont je me rappelle le plus. Après, c'est peut-être pas aussi à cause du contexte, celui à WrestleMania, c'est celui dont je me rappelle le plus, mais je pense que c'est objectivement pas le meilleur en plus. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de tous leurs matchs, mais moi je me rappelle principalement de celui à WrestleMania et je me rappelle avoir été quand même assez déçu. Est-ce que tes souvenirs sont un peu plus précis? Ouais, je m'en rappelle de ce match à WrestleMania. Après, je comprends que tu sois un peu déçu. Mais en vrai, par rapport à la vie générale, je trouve que le match n'était pas si mal, hein, en vrai. Mais c'est juste que, voilà, on attendait plus, quoi. Mais sinon, Oui, c'était un bon match extrême de famille, ça cesse regarder, mais c'est vrai que c'était pas aussi brutal qu'on l'attendait. et c'est Matardi qui gagne en plus. Ouais. En plus, ouais, peut-être que c'est pour ça que j'étais déçu. Ah, mais t'es pas le seul, hein. Peut-être c'est pour ça. C'est vrai que C'est Matt Hardy peut-être qui pour ça que gagne à j'étais la fin, déçu. bon, voilà, quoi, c'est... C'est la douche C'est, froide. c'est tout à fait ça. C'est un peu Oui, controversé. Et de mon mais côté, ils ont eu, Et de mais mon pour moi, côté... ils ont eu une bonne rivalité quand même. Hein.
Ouais, ça reste quand même une bonne rivalité, même si, bon, les matchs, c'est pas les trucs peut-être qu'on va retenir le plus, quoique. Moi, mon match préféré, bon, je pense que personne ne va le ressortir, hein, c'est le match qu'ils ont eu, un SmackDown post-WrestleMania, un match sur civière. C'est le match que j'ai préféré. C'est vrai que c'est pas la stipulation du siècle, mais j'avoue que je me suis bien éclaté devant le match quand même. Je me souviens que ce match a existé, mais je me souviens pas du tout du déroulement, Hmm. de comment ça se termine. J'imagine qu'ils ont donné la victoire à Jeff cette fois-ci. Ah, Non. si seulement. Matt Hardy a gagné Non. encore. Arrête. Ah, mes Arrête. souvenirs, mon mois de 2009 était dégoûté, quoi. Ah ouais. Surtout j'attendais un moment, c'était quand Jeff Hardy allait littéralement buter son frère en faisant une Swanton bombe géante sur la civière. Oulala. Surtout la manière dont Jeff est retombé, c'est vraiment parfait, quoi. Donc, Swanton bombe, il est directement bien allongé sur la civière. Matt, il traîne seulement la civière jusqu'à l'entrée pour gagner. Enfin, avant, il lui met quand même un bon shot de famille, hein, pour être sûr que le frangin ne bouge plus. Mais Ouais. sinon, ouais. Il monte sur quoi pour lui sauter dessus? Euh, non, c'était pas sur une échelle, je confonds le match. Non, non, il montait sur la troisième corde depuis l'extérieur. Et Jeff, il a voulu faire la Swanton Bomb et Matt Hardy s'est dégagé. Et Jeff Hardy a atterri directement sur la civière. Ok. Bon bah C'était Jeff, de très toute proche. façon, sa Swanton Bomb, il a fait dans tellement de situations, du haut d'une échelle, du haut de la rambarde, du haut de la troisième corde, du haut Hmm. d'une ambulance, du Hmm. haut de. Donc ouais, c'est vrai que moi je me souviens pas du tout de ce match. Et visiblement, toi, il t'a marqué. Ah oui, clairement. Hein. Et je ne saurais pas te donner de raison, mais il m'a marqué d'une certaine façon. En plus du I Quit match à Extreme Rules, où la Jeff finit par avoir sa revanche. Il explose bien Matt Hardy qui fait un discours que mon frère, je t'aime, I quit. Et en gros, ça allait le calmer, quoi. Ouais, très bonne rivalité en tout cas. Ouais. C'était une bonne rivalité. En plus, En tout cas, pour le mois de l'époque, j'étais vraiment pris dans l'histoire. Ouais, ouais. Surtout qu'ils ont fait la paix plus tard. Bon, ça c'était peu avant le départ du LEP. Sinon, pour Oui, bon, oui, bon, Matt Hardy a assez distrait le pauvre Jeff. Il est temps de revenir quand même sur le sur le main event, sur le titre mondial. Du coup, on reprend la rivalité avec Edge. Je sais pas, j'en retiens pas grand chose. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. Moi, je retiens juste ce match à genre, échelle à Extreme Rules. oui, je retiens surtout la fin, hein. Pareil. Ah ouais. C'est Surtout fin très original où il bloque Edge dans l'échelle et il récupère la ceinture devant ses yeux, quoi. Bon, ça c'était. ouais, c'était original. Bah après, Hmm. oui, je me souviens surtout de ce match-là, leur dernier match. Après, il y a le cash-in direct, non? Ah, et, ouais, ouais, cette fraude de Si CM je me Punk qui souviens vient bien. cash in, qui vient voler le moment de Jeff Hardy, ce salopard là. Oh, j'oublie pas un Punk, j'oublie pas. Ça a commencé là quelque part en vrai, la haine, la hate CM Punk. Avant de vraiment s'accentuer plus tard. Ah ouais, toi, c'est pas, ça prend toujours pas. Ah non, non, non. CM Punk c'est... Comment dire ça? C'est une malédiction du catch si je peux dire ça là. C'est vraiment Mais un là, fléau. depuis son retour à la WWE, il est plutôt pas mal, hein. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien avec les autres talents. Après, la WWE, c'est un autre environnement aujourd'hui. Ça a l'air de plutôt bien se passer, hein. Ouais, il est pas mal surtout parce qu'il est blessé, hein, heureusement. Hein. C'est possible de rester blessé plus longtemps, Phil. On va lui donner sa chance une fois de plus. Sinon, pour revenir à la rivalité, ouais, hein, elle était aussi très bien pour couvrir le main event de SmackDown. Et en plus pour le titre mondial, comme quoi il y avait des vrais main eventers, hein, c'est pas le Pins mondial d'aujourd'hui, quoi. Comme je le disais la dernière fois. Là, on Est-ce sentait que que tu c'était des trouves, vrais programmes, là. est-ce que tu peux me dire maintenant que les main eventers de 2009
tournaient autour du titre poids lourd sont des plus grosses têtes que ceux qui tournent autour du titre poids lourd aujourd'hui. Ben 100% oui, hein, actuellement. Là, à l'époque 2009, il y avait des vrais gens quand même. Là. Il y avait CM Punk, il y avait Jeff Hardy qui tournaient autour du titre mondial, il y avait Edge. Ouais. Il y avait Undertaker, il y avait... Cena l'a défendu, non, l'a gagné. Oui, il a gagné à WrestleMania. Ouais. L'Undertaker est tourné autour. Ouais, c'est vrai quand non, mais non, au final, ouais, je vais te rejoindre. Ouais, il y avait du sacré rockstar là à l'époque. Je vais te rejoindre là-dessus. Mais quand même, je trouve que le poids lourd, là, en ce moment, il est plutôt. Enfin, il y a quand même des grosses têtes qui tournent autour, non? Ouais, Damien Priest et Jey Uso, quoi. C'est la première défense. Mais surtout Drew McIntyre, il va continuer à tourner autour. CM Punk sera pas loin. Seth Rollins va revenir. Gunther aussi, je pense qu'il va commencer à mettre son nez là-dedans. Au bout d'un moment. À moins qu'il parte sur Cody. Ah, j'ai envie de voir quand même Gunther Cody. Mais bon, ça c'est pour peut-être une autre vidéo. Voilà, c'est ça, c'est pour une autre fois. Sinon, le conflit entre CM Punk et Jeff Hardy ou CM Punk, bon, comme bon orateur, bon manipulateur qu'il est, comme vous tombez souvent dans le piège aussi, il est en mode que oui, mais bon, je t'ai mis sur mon In the Bank, je suis gentil, je peux te redonner ta revanche si tu veux. Ouais, pour te faire disqualifier toi-même, quoi. En simulant un aveuglement ou une perte de vue, je sais même plus. Oui, je me souviens au début, CM Punk, il était un petit peu ambigu. On savait pas trop s'il allait, c'était un peu progressif. Il n'est pas tourné indirectement, ou du moins, il assumait pas tout de suite. Non, mais en plus, ça, c'était un champion opportuniste à ce moment-là. Hein. En mode que, ouais, je suis gentil, regardez, je suis straight edge, je ne bois pas, je ne fume pas. Oui, bien sûr. Et ensuite, avant de partir totalement en vrille, une promo de nulle part où il commence à insulter Jeff Hardy, il parle de ses travers, voilà, c'est là où ça a commencé vraiment à atteindre un certain sommet, en fait. Donc à ce moment-là, moi, je commençais déjà à le trouver très très détestable. Ça veut dire qu'il commençait à être très très bien dans son rôle. Ouais, c'était son premier prime quelque part. Ouais, là je pouvais pas me le voir. Je pouvais pas me le voir. Donc ça veut dire que il était très très bon dans ce qu'il faisait. J'ai l'impression parce que quand même, il est arrivé, il a pris le titre un peu comme ça parce qu'il était juste avant. Et qu'est-ce qu'il faisait juste avant? Ben rien. Il a gagné le Money in the Bank. Il était en rivalité avec Umaga, hein, viteuf. Hein. Umaga pas à son âme, mais sinon il faisait rien. Il est arrivé dans le main event un peu comme ça. Hein. Ouais. Même si, bon, en lui donnant la mallette, il avait déjà espoir sur lui, mais il n'était pas non plus hyper crédible, j'ai envie de dire, quand il arrive avec la ceinture. Ouais, c'est ça. Donc, le fait qu'il soit autant détestable, un champion autant chiant, je trouve que finalement, il s'en est très bien, il s'en est plutôt bien sorti pour son premier encaissement. Celui-là, c'était son premier. C'est son second. Il était déjà Money in the Bank en 2008, mais bon. Son règne était nul, hein, concrètement. Ouais. Ah ouais, ok. Donc celui-là, il a fait un peu mieux quand même. Hein. Ouais. Donc là, on avait un CM Punk non alcoolique, non drogué, qui veut imposer ses idéologies et montrer qu'il est meilleur que tout le monde face à un Jeff Hardy. En fait, Jeff Hardy, sa meilleure place, c'est underdog, hein. Donc underdog en mode voilà, bon, c'est vrai qu'il a des problèmes de drogue, tout ça, mais il est imparfait, quoi. C'est un homme qui a ses défauts, voilà. Et qui lutte quand même pour montrer que voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut toujours donner le meilleur de soi. Et du coup, Jeff Hardy a donné le meilleur de lui-même pour remporter une troisième fois un titre mondial, deuxième fois champion du monde poids lourd. Là, j'étais vraiment très content et là, surtout personne n'allait gâcher ce moment. C'était super. Bon, ça c'était l'époque où j'avais pas connu quand il était champion de WWE, mais bon.
Et je tiens à dire justement que son troisième règne, c'est le meilleur règne mondial qu'il ait eu. Ok, Et, pourquoi? et justement, parce que bon, ça a commencé à être dans la continuité de la rivalité contre Punk avec un Punk revanchard, mais aussi le fait qu'il ait quand même eu de bonnes défenses, quoi. Je me rappelle d'une défense le lendemain contre John Morrison, qui était très bien d'ailleurs. Ok, il défend contre John Morrison. Et je découvrais le concept de se dégager d'un finisher. Donc, t'imagines, quand Morrison s'est dégagé du Swanton Bomb, j'étais bouche bée, là. J'étais là que, oh mon dieu, mais comment c'est possible? Qui se dégage d'une Swanton Bomb? Oulala. Il défend contre qui pendant son règne? Il défend contre Morrison, il défend contre CM Punk avec avec Matt Hardy en Special Enforcer. Ouais, je me rappelle de ce Ouais, match. ouais. Et là où C'était bien. Matt Hardy, finalement, il aide son frère et CM Punk qui se met à attaquer Jeff Hardy, lui mettre une chaise autour du cou, le mettre dans le coin. À ce moment-là, il disait que non, on Non, ne va plus voir Jeff Hardy, ne touche, non. ne touche pas, Jeff. J'étais dégoûté. Surtout quand on lui a cassé le cou. Mais oh, je pensais que là, le mec, il allait rester en assistance respiratoire longtemps, hein. Vraiment, on était naïfs hein, quand on commençait le catch, mine de rien. C'était trop bien. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il y a un bémol. Matt Hardy, il était où en fait quand c'était arrivé? Parce que le mec, En fait, parce que le match était fini, il a disparu, Matt quand même. le mec est douteux là quand même. Hein. C'est vrai que on peut se demander pourquoi il vient pas aider son frère à ce moment-là. Bah oui, c'est clair. Bon, sinon pour le reste, ben voilà, ça a continué la rivalité. Il y avait les Hardy, il y avait la Hardy Dynasty qui était dedans. Matt Hardy et Jeff Hardy qui se sont réunis en one shot et le géant TLC de SummerSlam entre CM Punk et Jeff Hardy. Oh là là, masterclass, hein. Il y avait beaucoup de masterclass en 2009 mine de rien. Non, mais 2009, c'était sincèrement une bonne année. Hmm. C'était une bonne année. Bah, c'était une bonne année, mais il y a quand même eu pas mal de blues. Hein. Parce que là, on s'attarde quand même sur le meilleur, c'est-à-dire Jeff Hardy. Oui, bien Il y a sûr, quand mais même des trucs qui n'étaient pas terribles. Hein. hmm. Ouais, il y a certains trucs, mais bon, on va y revenir, hein. Mais sinon, le match TLC à SummerSlam, le main event en plus, devant le titre WWE, on y reviendra aussi. Jeff Hardy fait une monde depuis une longue échelle à travers la table des commentateurs, c'était fou. Mais bon, il a fallu, comme il n'y a pas de justice dans ce monde, ben c'est un peu qui gagne, voilà. Il regagne la ceinture. Après, ça témoigne juste du manque de confiance qu'avait la WWE envers Jeff Hardy, tout simplement. Aussi. Ils savaient qu'ils ne peuvent pas compter sur lui sur le long terme. Et s'il était dans le main event, c'est uniquement grâce à sa popularité envers les fans. Et ça, voilà, ça c'est uniquement sa faute à lui. Ah ouais. Ça, on n'y peut rien. S'il n'avait pas confiance en lui, parce qu'il n'était pas fiable, tout simplement. Qu'il gardait jamais la ceinture bien longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, si c'est signe avec ça, il a fallu ce match fatidique à SmackDown de fin août. Steel Cage match. Le perdant qui quitte WWE. Donc, bon, je te laisse imaginer mon état hein, à la fin de ce match. Genre, pour moi, c'est le meilleur match de 2009, rien que pour ça, en fait, rien que pour l'investissement émotionnel que j'avais dans ce match. Et quand j'ai vu que CM Punk posait les jambes dehors, CM Punk déclarait vainqueur, je t'avoue que les larmes ont coulé, hein. Les cousins, ils étaient là à essayer de me consoler, hein. Ils étaient anéantis, là. Pour le gosse que j'étais à propos de Jeff Hardy, que j'allais plus jamais revoir Jeff Hardy. Ah oui. Jeff Hardy. Vraiment. Mon Jeff Hardy. Ah, vraiment. Ah non. Ah oui, c'était terrible, hein. Ça a participé au coulage du catch en France. Non, mais... Ce match a participé au coulage du catch en France. Non, mais le catch sans Jeff Hardy, c'était plus pareil, hein. Et ça n'a plus jamais été pareil depuis, d'ailleurs. Ça n'a jamais été pareil.
Ah oui. Le début de la fin, ils ont fait ça. Beaucoup de gamins ont décroché, ça a dégoûté beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de regarder, ça s'est vu directement. Ouais. Et puis, après, petit à petit, Shawn Michaels qui s'en va, un truc qui s'en va. De plus en plus C'est d'anciens bon. qui partent, ouais. Et vraiment, et en plus, Jeff Hardy qui fait un petit discours d'adieu, il ne dit pas que c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Le mec, il enlève sa chemise, il rattache ses cheveux, il va doucement vers la rampe. Et cette chiasse lui balance encore un coup de ceinture. Non, mais tu comprends un peu la hate, mais là, à un moment, même ça, on ne lui laisse pas, quoi. C'est un Punk toujours dans les mauvais coups. Et après, on va me dire que c'est moi qui suis un rageux haineux. Est-ce que c'est pire que Shawn Michaels qui revient le lendemain du Montréal Screwjob pour se foutre de la gueule de Bret Hart et de tous les Canadiens? Est-ce que c'est pire? Je sais pas si c'est pire. Je crois que c'est pas pire. C'est pas pire. Ah non, clairement pas. Quand je l'ai re-regardé, j'ai dit, mais ils avaient vraiment une paire de couilles énormes à l'époque, franchement. Vraiment. Donc, c'est ainsi que s'arrête le chapitre Jeff Hardy à la WWE. Avant bien longtemps, mais au moins on aura bien mangé, on aura bien profité de ces moments de prime Jeff Hardy. Bon, sinon, dossier suivant. Là, ça, c'est un truc que tu vas peut-être kiffer. Donc, déjà, on commence par lequel? Ça concerne Randy Orton déjà. Randy Orton, tu veux qu'on fasse Randy Orton Triple H ou Randy Orton Cena? Non, on va un peu commencer dans l'ordre. Randy Orton Triple H. Vas-y, je t'écoute. Randy Orton Triple H, une grosse rivalité dont je me souviens très très bien. On se souvient tous évidemment de l'invasion de Triple H chez Randy Orton. La classique. Personne l'a oublié. Et puis Randy Orton qui est, je pense, à son prime, son premier prime, mais j'ai l'impression qu'il a toujours été en prime. Non, et là c'était Orton Prime, hein, 2008-2009, où il était complètement psychopathe, là. Il est complètement fou, il met des RKO à Stéphanie, il punch Vince McMahon. Gros penalty sur Vince. Il fait des bisous à Stéphanie pendant qu'elle est au sol, alors que Triple H est attaché à une corde à côté. Et la semaine suivante, il court sous Ty Legacy avec son marteau, là. Oulala. Non, cette époque-là, Randy Orton, c'est Randy Orton Prime. Et cette rivalité-là, elle était vraiment super. Ah, c'était géant. Très déçu du match qu'ils ont eu. Ouais, c'est vrai que le match, c'était vraiment pas terrible. Enfin, c'était pas nul en soi, mais c'était chiant, quoi. Voilà. Et vraiment mettre tout à l'avantage d'Orton, je ne sais plus dans quel contexte c'est justifié, mais ouais, ça restait pas ouf. Je préférais leur match de The Bash pour dire. En fait, ce qu'ils ont eu à The Bash, ça aurait dû arriver à WrestleMania. Genre les 3 stages of hell, les stipulations à gogo, là. Ouais, je trouve que je sais pas trop, je comprends pas trop le choix de WrestleMania. Pour moi, c'était beaucoup plus logique de donner à Orton avec du recul. Peut-être que moi de l'époque, j'ai détesté tellement Randy Orton qu'il devait être content. Mais avec du recul, Randy Orton aurait dû gagner. Ah oui, ce moment-là, Orton devait gagner, hein. Même si, à Backlash, c'était moins impactant, mais bon, c'était quand même pas mal, quoi. Donc, quand il remporte dans le Six-Man Tag, là, avec l'équipe de McMahon, avec Triple H, Shane McMahon et Batista. Batista aussi, faut en parler, là. Géant, hein, Batista, quand même. Moi, je suis un peu déçu en regardant. Je suis un petit peu déçu de son année 2009. Hein. Je trouve que finalement, son année 2009, c'était pas si terrible. Hein. Ouais, mais après, il était blessé la majorité du temps. Hein, mais je me rappelle seulement avant Backlash, quoi. Après WrestleMania, quand il vient aider l'équipe de Triple H, j'étais chaud en mode que, waouh, Batista. Vraiment, je sentais la rockstar, quoi. C'est pas vos Triple H, vos Orton, là. Là, ça devait être plus le mec principal, hein, de la rivalité, finalement. Je me disais.
C'est vrai, mais pas fiable. Batista, tout le temps blessé. Ah. Pas fiable. De toute Moi, je suis manière, corporate, moi. Batista, on va y revenir. Maintenant, pour Triple H, Orton, Triple H s'est mangé le penalty, Orton est champion. Orton entre en rivalité maintenant avec Batista, où Batista remporte le titre dans un style cage match que j'ai aimé, j'ai bien aimé. J'ai de bons souvenirs de ce match du moins. Sûrement parce que Batista a gagné. Et où le lendemain, il n'est plus champion parce que il y a une scène qui m'a traumatisé où toute la Legacy se met seulement sur Batista et lui tord le bras à travers une chaise. Ouh là là. Là, ça devait être déchirure des biceps, triceps, muscles d'avant-bras, du poignet, tout ça là. J'avais peur, hein, quand j'ai vu ça. Mais ça, tu t'en rappelles parce que tu l'as revu ou tu t'en rappelles vraiment? Non, je m'en rappelle vraiment, c'est mes souvenirs, ça. Ah ouais. Du coup, ça, je me souviens pas aussi précisément. Je me rappelle qu'il rend le titre parce qu'il est blessé, il me semble. Hein. Ouais, c'est parce qu'il est blessé, mais maintenant il y a eu un angle qui a été mis en place pour ça, quoi, pour justifier le truc. Ouais. Ok, oui. C'est vrai, après Batista, à l'époque, grande star, on est tous déçus de la tournure qu'il a pris. Ouais. Moi, j'ai imaginé, j'étais vraiment très, très, très fan, mais bon, c'est quoi son problème? On le sait tous. Et sinon, Orton... tout le temps blessé. Ouais, c'est ça, tout le temps blessé. Et du coup, la rivalité Triple H, Orton continue. Et à la fin, Orton, il conserve son titre dans le 3 Stages of Hell. Hein. Et... Ah non, il y avait d'abord eu un match à Raw. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Last Man Standing entre Triple H et Orton. Ça, je me souviens de ce match. Qui s'est même fini en match nul. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et du coup, ça a débouché au match de The Bash, où ils se sont affrontés dans 3 stipulations différentes, et où la dernière stipulation fut la stipulation, la plus grosse stipulation de 2009, c'est-à-dire un match de civière, que Orton remporte. Mais bon, fallait quand même finir sur une bonne note. Triple H massacre quand même toute la Legacy. Voilà. Comme quoi, il fallait qu'il reste fort quand même. Après, Triple H, tu verras les gros matchs, il prend toujours la victoire à la fin. Hein. Ah oui, c'est clair. Il peut pas partir diminuer. La seule personne comme qui est parti, entre guillemets, un peu diminué, c'est Batista. C'est ça, c'est ça même, ouais. Et donc, on peut transitionner sur la rivalité du siècle, hein, la rivalité du millénaire, qui n'aura jamais de match à WrestleMania, malheureusement, entre le GOAT, notre GOAT à tous, John Cena, face à l'ennemi public de l'année 2009, Randy Orton. Moi, c'était vraiment le match de dingue à la maison, parce que moi, j'étais à fond John Cena. Mon frère était à fond Randy Orton. Quelle rivalité! Ah oui, c'est clairement. Hein. Ça, c'est les vraies rivalités pour savoir qui est le numéro 1. Hein. Ça, c'est pas vos sprays Danielson. Là. Ou au final, ça débouchera à rien. Mais bref, je m'égare. Sinon, ouais, hein, là, c'était une très bonne rivalité. Le gros gentil de la compagnie contre le gros méchant, littéralement. Hein. Mais par contre, ce qui est un peu c'est que dans la rivalité, il s'échange le titre tout le temps. Ouais, il n'y a personne qui prend vraiment le dessus sur l'autre, même si c'est Cena qui gagne à la fin. Ouais. Il faut s'échanger le titre plusieurs fois et au final, c'est John Cena qui a la dernière victoire. Ouais, nul entre guillemets. Après, j'aimerais te dire que je préfère largement qu'il y ait 2 personnes qui se disputent le titre, quitte à s'échanger le titre pendant leur rivalité, plutôt qu'un mec qui a un règne ultra long mais avec 0 concurrence en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Parce que au moins, c'est. Il peut y avoir des exceptions. Parce que au moins, ça c'est une rivalité entre 2 gros main eventers. Ils s'échangent les titres pour montrer en fait à quel point le duel est serré en fait. Comme on a dit la dernière fois, ça dépend de la manière dont c'est raconté.
Et je trouve qu'en l'occurrence, là, c'était plutôt bien raconté. Dans le sens où les mecs se disputent vraiment la place numéro un. Et il y a le matériel pour, tu vois. C'est pas juste un simple match, c'est un match vraiment pour le titre suprême de la compagnie. Entre deux mecs, on n'est pas dans le cadre d'échanges de titres où il y a genre 16 changements de titre en un an avec 10 champions différents. Là, on n'est pas là-dessus. Là, c'est vraiment deux élus en quelque sorte. Oui, c'est disputé, c'est serré parce que les deux sont vraiment au même niveau. C'est ça. Donc oui, ça fait un peu plus de sens. Je te rejoins là-dessus. Et du coup, quel a été ton match préféré, Cena Orton? Où tu as le meilleur souvenir? Je saurais pas te dire comme ça, il faudrait que je les revoie tous. Toi, c'est lequel? Moi, je dirais simplement le I Quit match, hein, à Breaking Point. Breaking Point aussi, un très gros pay-per-view, hein. On n'en parle pas souvent, mais c'était super ça. Entre Orton qui torture Cena, il avait même la chaîne de Cena autour du cou. Cena qui lutte pour encaisser la douleur, éviter de craquer. Et qui finit par se venger à la fin. Et qui humilie Orton en quelque sorte. Ça, c'était vraiment génial, quoi. Ça, c'est vraiment le meilleur I Quit match que j'ai vu de ma carrière de fan de catch jusqu'à présent, hein, j'ai envie de te dire. Là, c'était vraiment, c'est vraiment un combat de comics, limite. C'était un grand match, je m'en souviens. Enfin, maintenant que tu me le rappelles, je me souviens un petit peu. Comment Cena a gagné à la fin? Il le bloque avec la. Il le bloque pas avec. Si, avec les menottes, oui. Oui, ils sont bloqués tous les deux avec les menottes et il fait son STF et Orton est en mode I quit. Allez. Et au haut du lendemain, on fait seulement une compile de ça, quoi. Non, ça c'était vraiment un match géant, quoi. Et bon, il y en a qui vont critiquer parce que ouais, super Cena, machin. Franchement, on s'en fout, hein, mais c'est tellement bien fait que voilà, quoi. C'est ce qu'on veut voir en fait, c'est ça. Ben, comme il fallait départager Orton et Cena un moment parce que bon, ils n'allaient pas rester en feud toute leur vie, quoique si, mais quand même avec un certain espace-temps. Ouais. Du coup, la rivalité s'est terminée dans un pay-per-view qui s'appelle Bragging Rights. Ah, ça aussi c'est un pay-per-view qui manque un peu, hein, s'il veut faire du Raw versus SmackDown au lieu de gâcher les séries. Bref. Donc ils sont départagés sur un Iron Man match de 60 minutes. Et franchement, de souvenirs, j'ai eu très bons souvenirs de ce match. Je me rappelle que c'était une zinzinade, hein, quand même. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Si, je m'en rappelle. Il m'avait semblé, parce que je l'ai revu entre deux, mais il m'a semblé long à revoir un petit peu. Hein. Ouais, après le match dure 1 heure, quoi. Il dure 1 heure, mais c'est à l'image de la rivalité. Hein. Je pense que justement, vu qu'on arrivait un petit peu à la fin, je pense qu'ils ont tout donné sur la fin et ça donne un match. Ça donne un très bon match. Ouais. En plus, c'était le bazar, match sans disqualification, sans décompte à l'extérieur, pas au Scott Anywhere, vraiment des trucs de dingue. C'est même pas un Iron Man match classique en fait. Et surtout que tu as aussi des scores de zinzin, je crois que c'était 6-7 à la fin pour la victoire de Cena. Non, c'était fort. Un match très disputé, mais de toute façon, ils ont toujours, ce match, ça me rappelle la rivalité. Ils ont toujours voulu montrer que vraiment les deux, ils se vingt. Donc, de la même manière, ils se sont échangés les ceintures à chaque fois. Et dans ce match aussi, il y a eu plusieurs tombées, ça s'enchaîne les prises, ça s'enchaîne les finitions et tout. Donc, ouais. C'est Cena Orton, quoi. Ouais. Cena Orton, les deux boss de notre génération. Ah oui, clairement, dans ce match, je me souviens aussi
des faux pyrotechniques là où Orton voulait jouer avec la table de mixage en quelque sorte. Ah oui, Ah oui, c'est vrai en plus. ils étaient zinzin quoi. Comme si en début d'année, Cena qui se fait passer à travers les projecteurs par le Big Show suffisait pas quoi. Cena, il a vraiment mangé, hein. Ah, Il a vraiment mangé, c'est vrai, quand il y pense. Il a vraiment pris cher. Il s'est donné pour le business. Il mérite sa place. Ah oui, clairement. Hein. Comme quoi, on l'appelle Greatest of All Time, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Parce que les gens disent qu'il s'est pas catché, qu'il sait pas ceci, qu'il sait pas cela. Mais si tu regardes ces matchs, tu vas trouver tout un tas de matchs incroyables. Il y en a plein des gros matchs, John Cena. Donc je vois pas pourquoi il a toujours cette étiquette du mec qui s'est pas catché. Même si, bon, c'est vrai que maintenant, tout le monde le kiffe, donc ça en parle plus trop. Mais il a longtemps eu, je trouve, cette étiquette du mec qui s'est pas catché. Ben, bien sûr que si, il s'est catché. Bah, on va savoir pourquoi les gens trouvaient ça. Peut-être c'est parce qu'ils trouvaient le personnage en lui-même chiant. Du coup, ils ont voulu trouver une raison de hate hein, à l'époque. Ouais. Clairement, il s'est catché, c'est juste, il catchait style WWE, mais Orton aussi, il catchait style WWE. La plupart des catcheurs à l'époque, il y avait pas, tu t'en trouvais pas. C'est pas comme SmackDown des années 2000, 2002, 2003 où il y avait beaucoup de catch. C'est, on va dire, entre 2008 et 2000, on va dire 13-14, les matchs étaient voilà quoi, à Raw, il y avait pas de gros matchs hein. Ben ça reste efficace hein, comme quoi il y a pas qu'une seule manière de catcher pour faire de gros matchs. Oui. Bon. Moi j'ai toujours été team Cena et je resterai toujours team Cena. Ah oui, clairement nous c'est team Cena ici hein. Si ceux qui sont contre, mettez-vous de côté, vous n'êtes pas avec nous. Hein. Mettez-vous de côté. Donc, la page Cena Orton est fermée. On va maintenant passer à un truc qui me tient également à cœur. Surtout parce que c'est mon match préféré all time. Shawn Michaels contre l'Undertaker. Ok, ouais. Déjà, globalement, les gens ont trouvé la rivalité pas ouf. Bon, j'ai tendance à dire que ouais, c'était pas extraordinaire, mais ça avait quand même un certain effet, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres. Et même rien que les entrées, c'est clairement à l'image du truc, quoi. Même si l'existence de ce match est due à un contexte... Enfin, je vais pas dire random, hein, parce qu'affronter Taker à WrestleMania, c'est quand même un truc prestigieux, c'est pas rien. Parce que là, il y a eu un match pour être challenger numéro... Enfin, match de challenger numéro 1. Match pour savoir qui va affronter l'Undertaker à WrestleMania. C'était plutôt original, je trouve. Moi, justement, là, je vais pas te rejoindre. Je trouve le contexte, justement, un peu trop random. Comment tu mets un match entre Shawn Michaels et Vladimir Kozlov pour décider qui va affronter l'Undertaker à WrestleMania? S'il te plaît. S'il te plaît. Et si je peux dire ça avec autant de précision, c'est parce que moi aussi, ça a été longtemps. Même si maintenant, j'aimerais bien revoir ça avec un peu plus d'objectivité. Mais moi aussi, ça a été longtemps mon match préféré. De tous les... Donc je me rappelle très très bien de cette rivalité. Ouais. Je me rappelle très très bien. Et encore, en fait les deux matchs, c'était mes deux matchs préférés. Donc, comment elle a un peu la rivalité? S'il te plaît, un match entre Shawn Michaels et Vladimir Kozlov pour décider qui va affronter l'Undertaker à WrestleMania. Mais toi tu trouves ça original? Non, le principe de faire un match pour savoir qui affronte l'Undertaker, c'est original. Maintenant, le casting, c'est autre chose. Hein. Là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai que c'était pas terrible. Parce que, je sais pas, peut-être qu'il y avait un projet Vladimir Kozlov. Oui, il y avait un projet. Hein. Qu'on n'était pas au courant. Oui, il y avait un projet. Hein. Moi, je l'ai jamais vu. Enfin, là, en regardant comme ça, je me dis, mais ça sent vraiment nulle part, quoi. Après, peut-être qu'il y avait un projet, peut-être qu'il était pushé à l'époque. C'est pas, oui, il était pushé. Ouais, il était pushé en fin d'année 2008. Il avait même battu l'Undertaker clean une fois. Ouais, mais bon. Bon, maintenant. Face à l'Undertaker à WrestleMania, franchement, qui y croit, quoi. Bon, après Kozlov, j'ai envie de te dire, bof, quoi. Bof.
Mais en tout cas, oui, ça donne ce match incroyable, absolument incroyable. Moi, déjà, toi, tes impressions sur ce match? Ah ben, c'est un truc que j'ai pris l'habitude de dire, mais c'était le cinéma. Hein. Vraiment gros match, vraiment de la grosse action, l'Undertaker qui se bouge, qui rate un dive, il atterrit sur un caméraman, voilà, il s'est fait mal. C'est vrai que, bon, avec du recul, c'est vrai qu'il y a eu quelques botches, mais après, rien de méchant, quoi. C'était pas non plus des trucs flagrants, mais ça, le match, c'était vraiment un truc super, quoi. Là si je devais être Meltzer, je mets 5 stars, hein. Normalement. Je sais pas s'il les a mis dans ce match-là. Mais en tout cas, c'est un 10 sur 10. Hein. Surtout à la fin, Shawn Michaels qui fait un moonsault, le Taker qui le chope parfaitement en tombstone. Ouh là là, la synchro. Ouh là là, le flashback des lumières, vraiment. Et c'est ce qui lui coûte le match, en plus. Wow. C'est ce qui lui coûte le match, ce moonsault de la deuxième corde qui est pas nécessaire. Pas nécessaire, Shawn. Vraiment pas. Pourquoi tu fais ce moonsault là? Tu tournes le dos à l'Undertaker, t'es fou quoi. Quelle erreur. Et ça lui coûte le match. Et ce qui est bien, c'est que justement derrière, après pour leur deuxième match, il joue beaucoup sur cette erreur qu'il a fait Shawn Michaels. Wow. Et qu'il sait qu'il peut le battre. Ouais. Donc la fin est vraiment parfaite. Je me demande si quand ils ont décidé de la fin du match, ils savaient déjà qu'ils allaient continuer la rivalité jusqu'au WrestleMania suivant. Parce que je trouve que c'est trop bien fait. Et surtout le truc c'est que les deux pouvaient gagner quoi. Là on me parlait Les deux de... pouvaient gagner. Je commençais à peine le cas, j'étais en mode la streak du Taker, voilà il est un vainqueur WrestleMania. Pour moi, en fait l'Undertaker c'était le mec qui perdait jamais ses matchs quoi. Genre, la première défaite que j'ai vue, t'imagines pas l'état dans lequel j'étais, hein, j'étais un peu, oula, ah ouais, très très surpris, mais sinon, WrestleMania dans ma tête, bon, le Taker gagne ensuite terminé, mais Shawn Michaels, oulala, vraiment, il faut vraiment rendre ses lettres de noblesse à Michaels, hein, là on en parle, mais vraiment le piédestal sur lequel on le met, c'est clairement justifié. C'est clairement mérité, c'est clairement mérité. Il a tellement des gros matchs que maintenant, avec du recul, on revient sur des anciens matchs, on revient sur ce Shawn Michaels, Kurt Angle, il me semble. Ah oui, aussi. C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet, s'il te plaît? C'est quoi ce poulet? Non, c'est trop. Il en a trop de matchs comme ça qui sont excellents. Il y a Shawn Michaels, il y a une rivalité avec Chris Jericho. Qui est un groupe qui donne des matchs de fou. Et non, Shawn Michaels, c'est bien sûr, il mérite ses fleurs. Mais après, il y en a tellement aussi qui sont là-haut que tu le mets dans le mont Rushmore. Je sais pas. Ouais. Sinon, j'ai bien aimé Bret Hart quand il a fait son sharpshooter là sur Vince l'année suivante. Wink wink. Non, c'est pour la vanne. Ah ouais, parce que j'allais dire, moi j'avais trouvé ça tellement chiant, ça, sérieux. Mais bon. J'avais envie de me tirer une balle, c'est qui ce papy là qui vient là avec son jean à la John Cena là, je sais pas quoi. Non mais bon, Bret Hart, pas du tout crédible. Bret Hart, on va en parler quand on va parler de 2010, un jour peut-être. Ouais, ok. Mais sinon, il y en a des choses à dire. Ouais, sinon l'Undertaker, dans sa victoire, pour continuer son ascension, il perd contre Big Show par knockout. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je tombe de ma chaise, là. Moi, je voyais l'Undertaker, il est invincible, mais Big Show le bat par KO, qu'est-ce qui se passe? Bon. Big Show le bat par KO, je me rappelle même pas de ça. C'était dans un SmackDown, tellement ça m'a marqué, hein, mais pas dans le bon sens. C'était quoi genre, je crois que c'était le second SmackDown après Mania, de souvenir. Et il avait un match random contre le Big Show. Le Big Show lui a mis 2 droites et c'était fini. Wow. Tu sors d'un match contre HBK, une masterclass un poulet succulent pour passer maintenant à perdre contre le Big Show. Wow. Putain. Mais sinon... C'est incroyable. Ouais. Sinon, bon, c'est bien rattrapé par son retour à SummerSlam, là où il porte un chokeslam sur Punk.
Bon, la rivalité, est-ce qu'il y a quelque chose à dire entre Undertaker et CM Punk? À part le truc avec Teddy Long, là, dans la limousine. Ah, oui, à part ça, moi, je retiens pas grand-chose. Cette rivalité, hein, ça m'a pas vraiment marqué, quoi. C'est pas comme leur rivalité en 2014 qui était bien meilleure, mais celle-là, 2013. genre, j'en retiens pas grand-chose. Moi, je retiens juste Buckle up, Teddy. Donc. Ah oui. Là, ce truc-là, ça m'avait traumatisé longtemps. Surtout avec Teddy Long. C'est un peu qui découvre Teddy Long sur le ring complètement ligoté. Il est en mode Player, Ouais. le Hell's Gate de Undertaker n'est plus interdit. Oh. Bon. Après Teddy Long aussi, c'est quand même une référence hein, en termes de général manager. Malgré son rapport avec l'Undertaker en mode que Player, dans le main event, vous allez faire un handicap match contre The Undertaker. Ça me tue parce qu'à chaque fois, la réaction des catcheurs, ils étaient toujours terrifiés. Non, c'était vraiment la punition ultime, quoi. Ah oui, Tu te clairement. retrouveras ce soir dans le main event contre The Undertaker. Et tu vois la réaction du mec et tu te dis, c'est trop bien. Ah, en tout cas, ça m'a bien manqué, ça. Et d'ailleurs, il avait essayé de faire ça dans un Raw Legend. Il a dit la même chose à Sami Zayn est en mode que, l'Undertaker à la retraite, papy. Faut suivre. Bon. Maintenant, je vais dire un truc, je sais pas si, d'autres personnes l'ont dit. Mais j'aimerais bien un truc similaire, mais cette fois-ci, avec Roman Reigns. Imagine. C'est-à-dire, Imagine la dinguerie. Genre, le fait d'affronter Roman Reigns, bon, quand Roman sera revenu de ses vacances, ça soit synonyme en fait de punition ultime, quoi. Genre en mode gros babyface, genre pour punir le heel, ils vont dire que, bon, maintenant, heel X, tu vas faire un match contre cet homme et tu entends seulement la musique de Roman Reigns, quoi, qui arrive. qui arrive et le mec qui est terrifié, genre. Ouais. Non, ça d'affronter serait le une chef dinguerie, hein. tribal. Ouais, ça serait une dingue. Il pourrait atteindre ce statut, mais je pense que malheureusement, quand il va atteindre ce statut, il sera plus assez souvent là pour qu'on puisse exploiter cet aspect de lui. Et je pense que Roman Reigns, plus on va avancer, moins on va le voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais quand même voir ce truc-là, même s'il est en part-timer, genre même si on annonce qu'il va faire son apparition ou qu'on ne l'annonce pas du tout. Genre en mode surprise, on ressort la carte que tu affrontes le chef tribal, quoi. Ensuite, la musique qui retentit, la musique du genre WrestleMania en intro, quoi. Roman Reigns. Aïe. Ah là, je te reconnais encore. Je prends encore une minute pour reconnaître le chef tribal. Le doigt est Il me bien en manque l'air. déjà. J'ai hâte qu'il revienne. Qu'il botte un peu toute la bloodline là, du moins ce qu'il en reste. Du moins ce qu'il en reste, ouais. Tu penses qu'ils vont rajouter une personne? Ben, j'ai parenthèse, entendu hein. dire qu'ils vont rajouter un autre mec, un certain Jacob Fatou. Je connais pas. Donc, on verra bien. De toute manière, la voir. dynastie Samoan est déjà assez nombreuse, voire trop nombreuse. Donc, ils vont bien trouver quelqu'un. Ouais, ils vont trouver quelqu'un. Curieux de voir comment ils vont tourner ça. Mais bon, revenons Sinon. du coup à l'Undertaker. Oui, l'Undertaker, du coup, champion du monde poids lourd. Et en plus, il a... enfin, est-ce que je peux dire le meilleur? Bon, il a quand même eu le plus long règne mondial de sa carrière, hein, avec son dernier règne de champion du monde poids lourd. Et son règne était qualitatif, hein, maintenant le meilleur, je sais pas exactement. Je saurais pas te dire. Il a eu pendant une centaine de jours, hein, de... NSL, c'était même quand? D'octobre jusqu'à février, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Il le perd... C'est même Shawn Michaels qui lui coupe le titre à Elimination Chamber. Oui, c'est ça. C'est ça, il le perd Elimination Chamber. Shawn Michaels qui sort de dessous du ring et qui lui porte la chute
musique. Ouais, c'est vrai, il avait gardé longtemps à ce moment-là. Et je pensais sincèrement qu'il allait aller jusqu'à WrestleMania avec la ceinture. Hein. Ah oui, moi de même. Pourquoi pas quand Shawn Michaels pour le titre, mais bon. En tout cas, le Taker, belle année 2009 aussi, hein, c'est... Vraiment, c'était Ouais, gros main event, gros prestige du championnat du monde poids lourd, quoi. toujours l'Undertaker. Ouais, année 2009 avec le titre poids lourd. De toute façon, quand je vois le titre poids lourd, je vois tout de suite l'Undertaker, je vois Batista. Je sais pas pourquoi je vois Batista. Ben, Je vois Batista, c'est le l'Undertaker. représentant aussi du titre poids lourd. Ouais, je vois Batista, je vois l'Undertaker. Hmm. Et c'est vrai que ce règne-là était vraiment mémorable. Hmm. Il était très mémorable. Et même de la manière dont il se termine, après ça lance la rivalité, encore ça relance la rivalité entre les deux. Ouais. Donc c'était vraiment masterclass. Hmm. Euh, du coup, ça permet de faire une belle transition pour parler un peu de Batista. Parce que Batista, bon, on a déjà parlé de la rivalité contre Randy Orton. Dans son retour de blessure, il a même l'occasion de prendre sa revanche. Grâce Ouais. au guest host, enfin, il a pris sa revanche 2 fois. En étant le premier guest host de Raw, premier d'une longue série. En mode, Ouais. il envoie des mecs de ECW dans un handicap gauntlet match contre Randy Orton. Et c'est là où on voit les Evan Bourne, Jack Swagger, Mark Henry. Mhm. Ah, Evan Bourne, lui aussi sacrément sous-côté, hein. Vraiment un bon talent, hein, mais bon. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Donc, Ouais. Dusty Rhodes, qui était guest host aussi, il envoie Batista sur Orton, Batista gagne. Et après, il va à SmackDown. Et à SmackDown aussi, il revit, on va dire, il revit. Il revit un peu, ouais. Ouais, Il a toujours été meilleur là-bas. ouais. En faisant équipe avec Rey Mysterio. Bon, ça n'a pas duré Mhm. longtemps. Et, et justement, on retombe sur Bragging Rights. Avec King Right. le match Fatal 4-Way contre l'Undertaker, CM Punk, Batista et Rey Mysterio. Et Rey Mysterio. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Oh là là. Ah là là. Un grand moment. Ouais. Parce que bon, c'est pas le match qu'on va Très grand retenir moment. principalement, mais c'est juste Non. ce qui se passe après, quoi. Mais ils avaient un petit peu fait monter la sauce, un petit peu de Rey Mysterio qui commençait un petit peu à voler les opportunités de Batista ou un petit peu à s'incruster dans ses affaires par rapport au titre mondial. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. ils avaient un petit peu fait monter la sauce Hmm. jusqu'au moment fatidique. I will rip your head off. Coup de la corde à Wow. linge. Ouh là là. Par exemple, moi j'étais vraiment écouté quoi. Hmm. J'adorais cette équipe, même s'ils sont pas restés longtemps, je les adorais ensemble. Vraiment, j'étais aussi en mode que non, Batista, je t'aimais bien, pas Rey Mysterio. Non, mais Rey Mysterio, c'est vraiment la carte piège de Pokémon. Hein. Il suffit seulement qu'on tourne sur lui pour vraiment avoir une hit nucléaire par la suite. C'est hallucinant. C'est ça. Faut qu'il C'est donne ça. sa recette, hein, pour enseigner aux autres C'est une faces. recette qui fonctionne. Donc la technique c'est on te rapproche de Rey Mysterio. Oh voilà, vous devenez potes. Et tu tournes sur lui. Et une fois que tu tournes sur lui, ça y est, tout le monde te déteste. C'est une recette qu'ils ont encore utilisée là récemment avec Santos. Et ça a plutôt bien fonctionné une fois de plus. Ouais. Ils l'ont fait avec Dominique, ça a très bien fonctionné. Donc ils le font souvent et ça fonctionne tout le temps. Ouais. Rey Mysterio, tout le monde l'adore. Ouais, parce que et en plus tu vois Batista qui tient Rey Mysterio par la gorge. You're supposed to be my friend. Et Rey Mysterio qui est en mode que Dave, calme-toi. Et qui le balance sur la barricade. Wow. En plus, l'agression c'était pas non plus un truc de zinzin, mais c'est quand même marquant quoi. C'est marquant parce que il lui fait pas de concerto non plus, tu vois. Ouais. Donc, mais c'était quand même marquant parce que tu vois surtout l'écart de gabarit entre les deux, tu te dis, il peut le bouffer s'il veut, quoi. C'est clair. Donc t'as plus peur pour Rey Mysterio qu'autre chose. Parce qu'au final, il lui fait pas grand chose, c'est vrai. Ouais. Mais
En plus, je crois, il semble que juste après, je crois, SmackDown suivant ou quelque chose de Mysterio qui veut quand même pardonner à Batista, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Il veut lui pardonner, il appelle pour qu'il se Pour qu'il parle. fasse la Les amis paix et sont tout censés ça. se parler. On laisse ça derrière nous, etc. Non, vraiment, moi j'étais là en mode, oh, Rey Mysterio, t'es trop gentil, quoi. Ah oui, là, ce Hilton, c'était vraiment le prime de Batista. Hein. C'était le prime, il a toujours été meilleur en heel. Ouais. Et vraiment, en plus, il commençait déjà à avoir son personnage de star d'Hollywood. Hein. Parce que Ouais, même, bon, il avait déjà quelque part, mais là, c'était vraiment plus accentué, je vais dire. Parce que le mec, il est en mode, regarde, tout ce que je vois dans cette arène, c'est des dollars, de l'argent. Regardez, ce mec, je vois encore 2 fois plus d'argent parce qu'il peut s'asseoir sur 2 sièges en même temps. Ah ouais, vraiment incroyable, hein, Batista. Vraiment, il était sans pitié, hein, en plus. Quand il devait il était sans taper, pitié. oulala. Le match de Survivor Series où il démolit le pauvre Ray. Alors que Ray, quand même, Euh, il a essayé de, comment dire ça, pendant la construction de la rivalité, quand même, jouer de sa vivacité, quand même mettre des coups pour énerver Batista, esquiver, prendre la fuite, bon. Des techniques un peu pour mais bon, l'embrouiller, mais bon, tu es, une fois sur le ring, ben, il était face à un mur, hein. et il n'y a pas eu, et justement, ils ont bien fait de pas rendre un match disputé, hein. C'était vraiment un squat. Hmm. Non, là, Batista l'a bouffé comme tu as dit, hein. Et tout ça pour aller sur le titre poids lourd contre l'Undertaker à TLC, dans un match de chaises dont j'ai aucun souvenir. Bah écoute, je vais pas avoir plus de souvenirs que toi de ce match. Tout ce dont Je j'ai, crois que l'Under... tout ce dont j'ai souvenir, c'est que le mec, Batista utilisait pas que des chaises dans ce match. Et techniquement, Ah, il avait déjà. gagné, hein, mais là, t'es dit longueur Oui. mode que, hey, c'est un match de chaises, ça continue. Tu as utilisé les escaliers ou je ne sais quoi, ça ne peut pas finir comme ça et le Undertaker gagne. Ah, ok. Ah, mais Bon. Taker, quand même, ça restait une arrière-pensée dans la rivalité Batista et Mysterio, hein. Parce que les deux, ils étaient quand même autour du titre poids lourd aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même si au final, c'est Batista qui s'en est rapproché, mais bah, le Taker en ce moment-là, il était dans son règne. Donc, c'était pas prévu qu'il lâche sa ceinture à ce moment. Ouais, c'est clair. En tout cas, Batista 2009-2010, c'est validé. C'est validé, mais voilà, Batista, moi, je reste toujours sur des regrets, trop de regrets avec Batista. Il aurait pu, je sais pas, il avait tout, quoi. Il Hmm. avait tout, les gens l'adoraient, il avait très la musique, les feux d'artifice, le corps, sur le ring, il était bon au micro, il avait tout, quoi. Ah oui, c'est Il avait clair. tout, il n'a pas eu la carrière qu'il devrait avoir, pour moi, même si quand même il a fait des grandes choses. Hmm. Il aurait dû être au niveau de Edge, au niveau des Jordan, des John Cena. Mais il est en dessous, je trouve. Hein. Pour moi, il est en dessous. Oui, je comprends, je vois complètement le propos. C'est vrai, c'est vrai. Et bon, la transition à l'RPG ne lui a pas donné envie non plus, visiblement. Non, non. Ça, je pense que ça lui correspond pas ce produit-là. Et voilà. Mais en tout cas, l'année 2009, grosse année 2009 quand même. Année 2009 intéressante pour lui. Il prend une nouvelle. Il est parti sur autre chose, quoi. Son personnage de Hill est bien plus intéressant à ce moment-là, je trouve. Ouais, c'est clair. Bon, on a parlé des arcs principaux. On ne va pas parler de Edge parce que bon, le mec est blessé une bonne partie de l'année et dans les rivalités qu'il a eues, il y a eu la rivalité contre John Cena et Big Show qui était nulle, donc on ne va pas plus se développer là-dessus, hein. Ouais, non, il était là qu'en début d'année, je me semble, hein, parce que c'est lui qui défend la ceinture à, c'est lui qui défend la ceinture à Salomon. Ouais.
C'est lui qui défend, ouais, à WrestleMania. Il était dans une espèce de Cette triangle rivalité, amoureux il y a avec Big eu Show et où le Big Vicky. Show Ouais, le Big Show s'incorpore dans la rivalité, je ne sais je ne sais plus par quelle magie. Le Big Show, de toute façon, il s'incorpore dans toutes les rivalités, dans tous les trucs. Il est trop chiant. Du coup, il gâche complètement, je trouve, cette rivalité. Ouais, c'est vrai qu'après, il n'y a pas grand chose. Bon, maintenant qu'on parle des Big Show, on va parler du Big Show qui fait quelque chose de bien. Parlons un peu de l'équipe Jericho. Là, Jericho qui sort fraîchement d'une bonne rivalité contre Rey Mysterio pour le titre intercontinental d'ailleurs. Masque contre titre. En plus, ils ont eu 2 très bons matchs d'ailleurs. Là, le fait d'enlever, j'étais très curieux de Rey Mysterio masque découvert et je découvre aussi la symbolique d'un luchador de garder son masque. Donc ça, c'était cool aussi. Ouais, c'était formé, c'était un petit concours de circonstances, c'est Edge qui se blesse. Ouais, c'est Edge qui se blesse. De base, Jericho et Edge sont champions par équipe. Edge se blesse et Jericho doit trouver un partenaire pour défendre contre Rhodes et DiBiase. Et c'est là que le Big Show arrive. C'est ça. Et puis, cette équipe que j'avais, avec du recul, bon, à l'époque, je l'aimais pas parce qu'ils étaient moi, j'étais très pour les gentils et contre les méchants. Ouais. Mais finalement, avec du recul, c'était très intéressant ce qu'ils avaient fait. Hein. Ah oui, c'était très bien. C'était vraiment l'équipe de l'année 2009. Hein. Et ça se bastonne facilement avec DX. Hein. On va y revenir d'ailleurs à DX. Mais Jericho, vraiment le règne par équipe, c'est masterclass. Et en plus, il y avait une bonne dynamique petit, géant, qui était plutôt cool, quoi. Ouais, c'était sympa. C'était sympa de les voir avec les ceintures. Ouais, petit géant, en plus il jouait quand même pas mal avec ça sur le ring et tout. Non, c'était une équipe intéressante. En plus, Big Show qui avait changé de look à ce moment-là, et franchement, c'est mon look préféré du Big Show. Genre, il garde seulement le boucle, il a double singlet en bleu, voilà, ça change ses tenues noires d'habitude. Ouais. Et Chris Jericho, de toute façon, tu lui donnes n'importe quoi, ça va être bien. Plus maintenant, hein, ouais, c'est relatif. Rip Jericho, mais Rip Jericho maintenant, mais l'époque, n'importe que tu lui donnes, c'est bien, toujours c'est bien. Ouais, après c'est relatif, hein. Moi tout ce que je trouve de bien chez Jericho, c'est la période Jericho. La période, comment ça s'appelle, la liste de Jericho et le champion, hein. Sinon le reste pour moi c'est plus belle. Après il y a aussi Jericho de 2008 aussi, mais ça j'ai pas vraiment vécu. 2008, oui, c'est intéressant. Et puis attends, Jericho aussi en début de WWE, quand il est le premier Undisputed champion, bon, si derrière il fait pas grand chose avec, mais c'est quand même assez marquant, quoi. Tout le monde se rappelle de cette fameuse image. Ouais, c'est clair. Jericho avec les 2 ceintures. Non, quand même, il a une carrière, moi je trouve que... Oui, après... Oui, après il a une carrière, hein. C'est juste par rapport à mes préférences, mais sinon oui, hein, objectivement, Jericho, ça fait partie des monuments du catch. Hein. Oui, c'est vrai. Plus à ce moment-là, bon, dans cette période-là bien précise, Jericho, c'était intéressant. Mais t'as parlé de la DX aussi. Ouais, en plus Jericho, j'aimais bien dans les matchs où ils font les matchs tranquillement. En plus, bon, j'avais espoir que... En plus, ça arrivait à être détestable, comme j'étais pour chaque équipe face, dont Crime Time. Crime Time aussi, qui faisait des segments assez drôles. Et donc, tu vois seulement le hot tag arrive, boum, coup de poing, fin du match. Donc, il y a même pas le moment de hot tag où on est chaud, on espère, quoi, même pas. Quand Big Show rentre, seulement c'est fini. Non, c'était bien ce qu'ils avaient fait, cette dualité-là, ouais. Big Show qui était vraiment très puissant, mais qui du coup passait le plus du match à l'extérieur. Et dès qu'il rentrait, tu savais que la fin approchait. Prime Time, franchement, tu penses que c'est une équipe qui aurait fonctionné aujourd'hui? Ouais.
Ouais, Crime Time, c'était assez divertissant, ouais. Mais je pense qu'ils auraient mieux fonctionné aujourd'hui en 2024. Tu trouves? Ils auraient Je mieux sais pas fonctionné. trop, hein. Ah, moi je pense qu'ils auraient mieux fonctionné parce que quand je les regarde maintenant avec du recul, je me demande, mais c'était cool quoi. Pourquoi c'était. Ouais, Crime Time, ça faisait vraiment 2000, quoi, en termes de personnages, je trouve. En plus, avec leur segment, je crois que ça s'appelle Word Up, où ils faisaient des vocabulaires, là, en mode test, quoi. Bon, ça, c'était la parenthèse Crime Time. Maintenant, on va bien passer au retour de The Generation X. Du coup, tu veux bien compter le retour d'ADX, le contexte? Ils reviennent dans quel contexte? Je crois que Triple H était plus là. Je crois que Shawn Michaels il se faisait défoncer par qui? Il se faisait botter le cul par la Legacy, c'est ça, hein? Ah non, ça c'est plutôt l'inverse. Shawn Michaels n'était plus là et Triple H se faisait défoncer par la Legacy. Et maintenant, maintenant Triple H a fait une promo après match parce qu'il affrontait Rhodes et DiBiase tout seul. Vraiment, il faisait une promo en mode que bon, vous êtes trop nombreux, il est temps que je ramène mon propre gang, quoi. The Generation X, la semaine suivante, il récupère Michaels dans un fast-food, fameux. Où Michaels fait un super kick au boss, un super kick à une petite fille qui faisait chier, voilà. Bon, on l'a pas vu, mais on a l'image, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai, on revient. Et moi, la télé, bon, je pense qu'elle était tous là à l'époque. Hein. Moi, j'étais trop content de les revoir ensemble. Ah oui, clairement. Enfin, de les voir ensemble, c'était vraiment cool, quoi. Je les trouvais cool. Après, c'est vrai qu'en regardant avec c'est vrai que cette DX là n'a rien à voir avec la DX d'origine. Hein. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, DX, ma faction préférée all time. Je pose ça là. Et sinon, ouais, hein, donc là c'était. Laquelle version? Ben, la version de 97, là. 97-98. Ah oui. Ah, ça c'était de la faction. Ah oui, clairement. Hein. Ça c'était de la faction. Vraiment, là, il poussait à fond le politiquement incorrect, même si en 2009 c'était light, mais bon, ça restait quand même sympa, hein, ça restait cool. Non, c'était sympa. Bah, après, c'était adressé à un public différent. Hein. C'était adressé directement à nous, les petites de 10 ans. Voilà quoi, et ça a fonctionné, les lumières, les feux d'artifice. Le tank, oulala, l'entrée en tank à SummerSlam, dinguerie. Oh là là. Tout ça seulement pour perdre, je crois, Non, non? ils ont gagné contre Rhodes et DiBiase. C'est à Breaking Point qu'ils perdent dans un Submission Count Anywhere. Ça aussi, j'ai de bons souvenirs de ce match. C'est ce match. Moi, depuis ce match-là, le match où ils perdent contre Rhodes et DiBiase, j'étais vraiment dégoûté. Rhodes, t'étais déjà là. Bon, personnellement, le train Cody était toujours là, hein, même si bon, je le voyais pas être le géant qu'il est aujourd'hui, mais voilà quoi. Non. Il a toujours préféré Rhodes à DiBiase. D'ailleurs, je ne sais pas ce que toi t'en penses. J'ai toujours préféré Rhodes à DiBiase, mais j'avais l'impression, moi, qu'il miserait plus sur DiBiase que sur Rhodes. Moi aussi. J'avais l'impression, peut-être parce que DiBiase était un petit peu plus imposant, et moi j'ai toujours préféré Rhodes. Hein. Mais au final, ils ont plus misé sur Rhodes parce qu'il avait plus de talent, tout simplement. Comme quoi, hein. Ouais, hein, sinon, belle rivalité DX Legacy qui s'est finie dans un Hell in a Cell où DX finit par avoir la victoire finale. Ouais, très belle rivalité. En plus, ça a mis vraiment en avant, je trouve, la Legacy. Ah oui, clairement. Bah, ils étaient personne à l'époque, donc partir dans une grosse rivalité comme ça avec deux grosses têtes. En plus de ça, avoir quand même une victoire sur eux, ça leur a donné beaucoup de crédibilité. Ouais, ça a permis de bien les établir par la suite. Et, ouais, c'est ça. Et donc, DX continue sa route.
Bon, Bragging Rights, Team Raw contre Team SmackDown, on ne va pas en parler, hein, on va directement parler du plus important. Donc, la route de Survivor Series, ce qui mène au fameux main event d'un Raw au Madison Square Garden. Est-ce que tu t'en souviens? Madison Square Garden, main event d'Euro. AKA l'un des plus grands matchs tag team de l'histoire d'un weekly. Je le dis. Est-ce que tag team? Ouais. C'est pas le match entre. Non, je sais pas. Ça me vient pas. Oh là là, Pépé Fou, toi aussi. Comment tu peux Ça me oublier vient ça? Bon. Tag team. Mais attends, c'est pas cette année-là. Si, c'est cette année-là. Regarde. C'était en fait Jericho, champion, contre DX, contre la team John Cena contre l'Undertaker, et la team composée de Cena et de l'Undertaker. C'était cette année-là? Ouais, c'était cette année-là. D'accord. Vraiment, main event géant, hein, masterclass ce match. Pourtant, il ne dure même pas 5 minutes. Hein. Les entrées durent plus longtemps que le match, hein, mais... Rien que l'image, c'est incroyable. En plus, quand tu vois une team Cena-Taker, quoi, c'est insolite. Cena-Taker, ils ont fini ensemble, ces deux-là. Ouais. En plus, c'est cette équipe qui gagne à la fin. Undertaker fait un tombstone sur Cena. Non, là, c'était vraiment... Non, mais franchement, mes souvenirs sont vraiment flous de ce match. Hein. Et puis, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus tard. Ouais. Non, ça, c'est un match dont tout le monde devrait se souvenir, quoi. La génération NT1, faut revoir vos classiques, hein. Il était rapide. Il était rapide. Aussi. Et donc, Survivor Series, on a d'un côté les matchs triple menace pour les titres mondiaux. L'Undertaker contre Jericho contre Big Show. Et John Cena contre Shawn Michaels contre Triple H. Et j'aime trop comment ce match commence d'ailleurs. Ah ouais, vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment le highlight du match, quoi. Highlight du match, super kick direct. Oh là là. T'as entendu, j'ai dit quoi? Super kick au lieu de dire shooting music. Ah, switching music. Non, super kick, c'est plusieurs crans en dessous au respect de switching music, quand même. Oui, j'ai dit super kick. Shooting music sur Triple H direct dès le début. Cena qui le regarde, super, choqué. Non, quel début de match. Ah ouais, ça met directement dans le match, hein. Surtout que bon, moi, je pensais que Michaels allait gagner. J'étais naïf, mais bon. Cena a gagné, mais le match, il était... En tout cas, j'en garde de bons souvenirs. Non, c'était un bon match. C'était un très bon match. Et puis, Super Cena. Voilà, quoi. Ouais. Et du coup, bon, DX ne part pas avec l'or tout de suite, mais ils partiront avec l'or à la fin de l'année. Donc, dans le TLC contre Jericho. Plutôt sympa où ils remportent les titres par équipe unifiée. Avec malgré un botch à la fin du match où il y a un switching music sur Big Show et Jericho qui tombe à côté des tables à l'extérieur. Oui. Mais sinon, belle récompense pour DX. J'étais tout content de les voir champions à l'époque. Hein. Même si après, derrière, je pense que ça dure pas vraiment longtemps. Ouais. Mais j'étais très très content de les voir remporter la ceinture, remporter les ceintures et être champions ensemble. Shawn Michaels et Triple H. Non, c'était très sympa. Ouais, vraiment belle image. Hein. Et en plus, je crois il y avait un Raw... non, je crois que c'est le dernier Raw de l'année avec les Slammy Awards. Shawn Michaels champion, il prend son Slammy, je ne sais plus en quel honneur. Et c'est là où il relance sa rivalité contre l'Undertaker. C'est là, oui, pendant les Slammy Awards, où il dit face caméra qu'il veut et qu'il sait qu'il peut battre l'Undertaker. Et là,
la rivalité est relancée. Après, je crois qu'il y a Triple H qui veut l'en dissuader, ou je sais pas quoi. Non, par contre, cette deuxième partie de la rivalité était du coup beaucoup mieux écrite. Ouais, clairement. Et je pense qu'à l'époque, j'étais persuadé que cette fois-ci, Shawn Michaels allait le faire. Ah bah, moi aussi, hein. Ah, Mais quand bon, j'ai on vu connaît tous la suite. Voilà, c'est ça, on connaît la suite. En plus, à côté de ce Sammy Awards, on a eu quand même droit à un dernier Cena Orton, quoi. Ouais. Un dernier Cena Orton, c'était Ouais. dans quel contexte? Ben, le contexte, c'est que le prix de la superstar de l'année, ben, c'était Cena Orton ex aequo. Et il y a eu un match pour vraiment définir une bonne fois pour toutes qui est la superstar de l'année. Même là, les deux sont au même niveau. Non, Cena Orton, c'est vraiment la rivalité de 2009, quoi. Ah ouais, ils sont allés jusqu'au bout dans ce truc. Aucun prend l'avantage sur l'autre. Ah. Et au final, il y a eu ex aequo à la fin. Ah oui, c'est clair. Bon, et l'année se termine comment? L'année se termine comment? L'année, est-ce qu'il y a eu d'autres événements marquants en fin d'année 2009? Là, j'essaie de me souvenir. Bon, j'ai pas de souvenir des trucs géants à ce moment-là. À ce moment-là de l'année, après, de toute façon, c'est au moment où on se rapproche des Elimination Chamber, il me semble. Hein. Ouais, on est dans la route du Rumble, là, à la fin de l'année, après Royal Rumble, tout ça. Maintenant, bon, on a parlé des gros highlights, maintenant, si tu veux, on peut encore bazarder quelques trucs. Hein. Bah dis-moi, est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent en tête, là, comme ça? Ben, je retiens quand même une assez bonne mid-card, hein, quand même, que ça soit à Raw ou à SmackDown. L'époque où je découvrais les MVP, Kofi Kingston, champion des États-Unis, j'aimais beaucoup. Ouais. Vraiment Kofi qui commençait de plus en plus à s'établir, alors qu'à l'époque, bon, c'était personne, quoi. Ou un mec qui est en équipe vite fait avec CM Punk, le mec qui défend le titre des États-Unis, je pense. J'ai de bons souvenirs du match contre MVP William Regal Matt Hardy, je crois. En tout cas, il a fait de bonnes séries de matchs pour le titre US et vraiment, là, je me disais que le titre US était quelque chose, quoi. Porté par un Jamaïcain en plus, bon, Jamaïcain, entre guillemets. Jamaïcain. Merci Triple H d'avoir cassé le personnage, mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. et du coup, ben, il a aussi fait de bons matchs contre le Miz, hein, Jack Swagger, tout ça. Et après, la rivalité contre Randy Orton qu'il a un peu monté. Et franchement, ceux qui disent que la génération NT1, ça n'a pas créé de nouvelles stars, ouais, je suis d'accord, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Parce que là, ils construisaient quand même Kofi au niveau des main eventers, rivalité contre Randy Orton, il gagnait quelques matchs contre lui, Kofi, c'était vraiment stylé, hein, même au Garden, il a fait un gros truc, quoi. Bah, oui, c'est vrai, Kofi, c'était stylé, mais moi, c'est pas ce que je retiens, quoi. Parce que je retiens de l'époque, je trouve quand même que la mid-card, c'était quand même assez maigre, quoi. Enfin, de mes souvenirs, hein, c'était pas trop. Les histoires les plus importantes occupaient beaucoup plus de temps d'antenne. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres stars qui auraient pu éclore et qui n'ont pas vraiment éclos, quoi. MVP, c'était génial. Quand je regarde maintenant, je me dis MVP c'était bien, quoi. Pourquoi MVP il a pas fait plus? Kofi, il a fait plus, mais combien d'années plus tard? Peut-être qu'il pouvait pas faire plus aussi. On sait pas. Peut-être qu'il pouvait pas faire plus. Il y avait pas. Peut-être qu'il avait pas le niveau pour faire plus. Tu penses? Ben, je pense, ouais. Je sais pas, mais moi je trouve quand même que cette année-là, c'est surtout l'année des grosses têtes et la mid-card, pour moi, je me souviens pas de grand-chose de la mid-card. Hein. Non, mais... part des Kofi, c'est vrai, des Kofi quand même, des matchs quand même intéressants. Ouais, ça...
Ouais, ça restait sympa, ça restait cool à regarder. Mid-card, au moins ça solidifiait les mecs, quoi. Tu vois, des mecs éclore, et Kofi Kingston, bon, c'est le premier exemple qui vient en tête, mais sinon, il y a Drew McIntyre quand même, qui vient en Chosen One, qui fait une année assez solide, en plus finit champion intercontinental à la fin, quasi invaincu. Genre, tu vois qu'il y a projet quand même. Mais c'était un working Ils ont project essayé. pour le grimper, le monter, quoi. Après, peut-être que oui, en 2009, ils ont essayé quelques petites d'en pousser quelques-uns, même si derrière, ça s'est pas forcément concrétisé. Ouais. Drew McIntyre, c'est vrai qu'au début, ils ont beaucoup misé sur lui. Je me rappelle aussi, maintenant que tu me le dis, de son début où je le trouvais vraiment insupportable, là, le Chosen One, là, choisi par Vince McMahon, il gagne la ceinture, et puis Broken Dreams, hein. Ouais, On cette attend tous que ça masterclass. revienne. Ouais. Bon, quoique, moi, je l'attends pas spécialement. Peut-être à Clash of the Castle comme intro, mais mieux vaut qu'il garde son thème actuel, je trouve. Ouais, mais Ça moi je colle pense qu'il plus. devrait changer son thème actuel carrément. Le changer, je l'aime pas du tout son thème actuel. Ah, je le trouve classe, hein, perso. En plus, ça colle bien au perso, tout ça. Vraiment un dangereux Non, c'est écossais, du quoi. bruit. C'est du bruit pour moi, c'est du bruit. Il faut qu'il se trouve même l'ancienne version de sa musique, mais version NXT, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, c'est vrai que je préfère cette version aussi. Je préfère cette version-là. Pourquoi il reviendrait pas même sur celle-là, je prends. La version actuelle, je la supporte pas. Mais bon. Et sinon, Pour revenir à la mid-card. il y a eu qui d'autre? Il y a eu aussi Dolph Ziggler. Non, je rigole. Il y a aussi, bon, Christian, est-ce qu'on le compte dans la mid-card? Parce que Christian Soren à la ECW, pour y revenir, c'était bien globalement, même si le produit ECW en lui-même, ouais, quoi. Christian, c'était à cette époque-là, c'était champion ECW. Ouais. Champion. En plus, je crois que c'est lui le dernier champion ECW. Non. C'est qui le dernier? Ezekiel Jackson. Arrête. C'est pas une blague, hein, c'est Ezekiel Jackson, là, le Big Zik, là. Oh putain, je pensais que c'était Christian, mec. Ouais, c'est ça, mais j'aurais préféré Christian, mais ouais, Ezekiel Jackson. Putain. Ok. Ouais, bah Christian, je crois qu'il atteint la upper mid-card que bien après, hein. Après le départ de Edge. Donc à ce moment-là, c'est mid-card. Ouais, bon. Ouais, ça reste sympa, mais voilà, quoi. Ouais. Et ensuite, il y a qui? Sheamus, on n'a pas parlé de Sheamus. On n'a pas parlé de Sheamus. Qui nous fait une Brock Lesnar, là, pratiquement. Là, oui. C'est vrai. Il devient champion après 2 mois, quand même, dans le roster principal. Mais moi, je me rappelle du début de Sheamus, c'était très choquant, hein. Pour l'époque, c'était très choquant. Aïe. J'avais jamais vu, je crois que depuis que je regardais le cas, j'avais jamais vu quelqu'un arriver et gagner la ceinture rapidement. Tous les gens que je voyais débarquer, c'était que des losers. Donc, enfin, des losers entre guillemets, hein. C'était jamais des gens, voilà quoi. C'était quoi? C'est des Evan Bourne qui arrivent, voilà, tu vois, c'est sympa. Voilà, des Kofi Kingston qui débarquent, ouais, ok, t'es cool, tu vois. Evan Bourne. J'ai jamais vu quelqu'un débarquer, gagner la ceinture au bout de quelques mois. C'était très choquant. Ah oui, clairement, hein. D'ailleurs, Evan Bourne, qui a le meilleur shooting star press du business, je tiens à le dire. Et sinon, Sheamus, ouais, hein, c'était vraiment choquant, hein. Là, je me disais que bon, ça va être un énième obstacle que John Cena va traverser, surtout que bon, il a été dominé pendant toute la rivalité. Mais au pay-per-view, Sheamus gagne. Qu'est-ce qui se passe? C'était choquant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont longtemps pensé que c'était un botch. Ouais. Mais pour moi, c'est pas du tout un botch, hein. C'est impossible que ça soit un botch. Non, mais c'en est pas un, hein. C'en est pas un du tout, hein. Bah non. C'en est pas un. Donc beaucoup de gens qui disaient c'est un botch. Non, c'est pas un botch. Il a battu, ils ont misé sur lui. Voilà, il a gagné, point. Et en tout cas, Sheamus, ouais, de très gros débuts, des débuts en fanfare. C'est dommage derrière que il capitalise pas trop sur lui. Je trouve qu'il est un peu champion, un peu lâche, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est vrai que sur ce coup-là, c'est vraiment dommage.
c'est dommage parce que s'ils lui avaient vraiment donné, s'ils avaient insisté sur ce côté Brock Lesnar un peu, tu vois, j'arrive, je suis dominant. C'est dommage que quand il est champion, non seulement il perd vite la ceinture, mais en plus de ça, voilà quoi, il défend sa ceinture contre des losers et c'est dommage. Ouais. Voilà, du coup, on va continuer. Bon, on disait que 2009 c'était une super année, mais il y a aussi eu pas mal de trucs nuls. Donc, Pépé, comme c'est toi qui as lancé le sujet, je te laisse commencer. Hein. Par quoi je voulais commencer? Qu'est-ce que j'avais parlé comme j'avais déjà, est-ce qu'on parle de la division féminine ou pas? C'était nul, hein. Et terminé. Hein. Parce que la division féminine, on peut juste la résumer en c'était nul et on passe à autre chose direct. C'est MTV quoi, c'est la télé-réalité, tout ça, les pillow fights, les concours de costumes. Miss WrestleMania. Oh putain. Miss WrestleMania. Oh l'horreur. Oh non. Moi de prime abord je me disais que bon voilà la bataille royale c'est nul mais c'est pas aussi horrible mais oulala. Quand j'ai essayé de voir WrestleMania, oulala, le match est vraiment horrible. Oula. Non, c'est horrible. C'est horrible. Surtout quand tu vois Santina Marella au milieu. On le voit, hein, les nanas le voient, mais elles continuent à se taper, se focus entre elles. Mais prenez-vous-en au mec là. Au mec. Surtout que. En plus, je viens de penser à un truc, Santino Marella qui affronte Mickie James pour avoir une place dans la bataille royale. Oulala. Oh. Déjà, il aurait pu venir en tant que lui-même, quoi. Et en plus, avec les deux bras attachés, non. Vraiment, Mickie James, elle méritait mieux. Respect pour Santino, hein. C'était très bien ce qu'il faisait, mais bon, voilà, quoi. Non, mais la division féminine à cette époque, à ce moment-là, enfin, cette année-là, en tout cas, voilà, c'était vraiment, franchement, j'ai même pas envie de m'y attarder. Après, vraiment fait un résumé des choses vraiment abominables. Après, vous direz que, ouais, il y a eu pire avant, mais ça aussi, c'est nul, hein, qu'on se le dise, hein. Il y a deux trucs, il y a deux trucs à sauver. Mickie James et Beth Phoenix, c'est tout. Le reste, c'était vraiment pause-sieste. Genre, tous les segments, tous les matchs concernant les divas, je faisais des micro-siestes avant les segments suivants, pour être honnête. Non, c'était nul. Il n'y avait que Beth Phoenix, hein. Il y avait que elle. Même Mickie James à l'époque, ouais, ça allait encore Mickie James. Mais moi, les divas, ça me faisait chier, clairement. J'étais juste en kiff sur Kelly, et puis c'est tout. C'est tout. Alors, vas-y, je te laisse enchaîner. Il y a eu quoi d'autre? Ensuite, là, il y a quoi qui te revient en tête? Je loue tellement 2009 que j'ai du mal à trouver des trucs nuls, je t'avoue. Oui, vas-y. Moi, j'avais trouvé... Il y a certaines rivalités qui m'avaient un petit peu déçu. Voilà, je dirais plutôt. J'avais pas trop kiffé le retour de Batista. J'avais pas vraiment aimé. Ouais. J'avais trouvé sa rivalité un petit peu bof quand il est revenu pour gagner la ceinture, pour regagner la ceinture, je crois, contre Edge. Non, c'était contre qui? C'était contre Orton, non? Non, contre qui qu'il avait regagné la ceinture dans le Steel Cage? Ouais, c'est Orton. Contre Orton, pardon. J'avais trouvé ça moyen, quoi. J'aurais vu une meilleure rivalité entre les deux. C'est vrai qu'avec le recul, c'était pas incroyable, hein. Quoique, même s'il y a eu quelques segments qui étaient bien, je me rappelle de Orton qui tabasse Ric Flair à l'intérieur d'une cage devant les yeux de Batista. Et sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à regarder. À part ça, il y avait pas grand-chose quand même. Tu vois, par rapport à Cena, Orton, enfin, Batista, je pense que je resterai toujours déçu de Batista parce que j'espérais mieux à chaque fois, je pense. Je pense que je suis pas un hater de Batista, justement, je l'adore. C'est vrai que quand je regarde avec du recul, je me dis, mais il aurait pu faire mieux, quoi. Ouais. Il aurait pu faire mieux. Voilà. Mais à part ça, bon,
je vois pas forcément des choses qui me paraissent vraiment comme étant caca caca. Les rivalités du Great Khali, peut-être. Oh là là. Bon, le gars Kali, voilà, Ouais. on peut toujours parler sur lui. On sait que ça n'a jamais été le meilleur catcheur du monde, quoi. Hmm. Il y a eu quoi d'autre encore? Ah oui, il y a eu Chris Jericho contre les vieux aussi. Pour, Jericho contre les filles. pour, pour le film The Wrestler, là, avec Mickey Rourke, tout ça. Ah, oh là là. Ah ouais, ça c'était bon. Franchement, c'était pas mémorable. Hmm. Mais en tout cas, ce que je retiens juste, c'est Ricky Steamboat qui arrivait à gérer malgré ses 70 ans. Ouais, bon, franchement, j'ai carrément, je me souviens pas de grand non plus de cette rivalité-là. Je me rappelle juste de Chris Jericho il les affronte à quel moment? À WrestleMania. Il les affronte à WrestleMania? Et ouais, Ouais. il affronte les vieux dans un match handicap 3 contre 1 qu'il gagne, ouais. Avec C'était Ric pas Flair terrible non plus, hein, franchement. qui était aux abords du ring. C'était pas terrible non plus. Hmm. ECW, Ah, part. ECW, c'était nul. Passons. Il y a que le main event peut-être qui pouvait être bien. Voilà. Et c'est Ouais, bah, parti avec Christian. je me souviens de rien de SCW, donc bon. Bon. Passons aussi. Et le concept de guest host, t'en penses quoi? T'en as pensé quoi? Bah, euh, j'essaie de me souvenir de ce que j'en pensais à l'époque. Je pense qu'à l'époque, je m'en foutais un petit peu. Mais c'est vrai que maintenant, en regardant avec du recul, c'est pas terrible, hein, franchement. C'est pas terrible, ces trucs de guest host. En plus, c'était pas toujours des gens qu'on connaissait, c'était toujours des gens un peu bizarres. Après, il y en a eu deux, trois, genre Shaquille O'Neal, tout ça, des gens un peu connus. Ouais, Sinon, Batista, c'était carrément des randoms, quoi. Ouais. Ouais, c'était bien quand il y avait Batista la première fois, ensuite Ted DiBiase, Shaquille O'Neal. Je me rappelle d'un Ouais, truc aussi avec Floyd Mayweather, Dusty Rhodes. ouais. Quand c'était des gens qu'on connaît, c'était sympa. Hmm. Mais sinon, quand c'était des randoms comme ça, parce que souvent ils partaient aussi sur des personnes qui venaient faire la promo de leur je sais pas quoi, c'était un peu mitigé sur le guest host. Hein. Oh mon T'en dieu, pensais quoi? Timbaland a été guest host en 2009 et j'ai carrément oublié ça. Oh là Sérieux? là. Ouais, je viens de voir ça. Ouais. Il faut que je vois ce rôle là, ça devait être bien. Hein. Je dirais que t'as apprécié cette période de guest host. En fait, j'aimais bien le concept de guest host. En tout cas pour l'année 2009. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trucs random, mais il y a eu quelques trucs pas mal quand même qui m'a permis de retenir le positif. Mais c'est vrai qu'à la longue, c'était pas terrible quoi, qu'on soit honnête. C'est vrai que à la longue, c'était pas terrible les trucs de guest host. J'ai autre chose en tête aussi. Après, je pense que tu dois l'avoir oublié. La rivalité Chavo-Hornswoggle. Quels sont tes souvenirs là-dessus? Aucun. Aucun. Ça vient de me tilter comme ça. Aucun souvenir, hein, franchement. Moi, enfin, quand j'ai vu la rivalité là, je la trouvais assez rigolote. Mais c'est vrai qu'avec le recul, en plus, c'était long, quoi. C'est vrai que c'est drôle vite fait, mais après, ça devient chiant, effectivement. Ah non, franchement, je me souviens pas du tout de cette rivalité. Après moi, mes souvenirs sont surtout, c'est vrai que je me souviens plus des gros événements, du main event et tout. Après les petites rivalités et tout, je me souviens pas du tout. Hein. Ah, dans ce cas, tu ne dois pas te souvenir de DX Hornswoggle, alors? Si, je me souviens, parce que c'était avec la DX. Ouais. C'était avec la DX, donc forcément là, je me souviens. Hornswoggle qui voulait intégrer la DX. Et on a carrément eu le tribunal des petits, hein. Ouais. Et Hornswoggle au milieu du ring avec la DX qui fait le signe de X avec les feux d'artifice, c'était
Ah, j'étais comme un petit fou là. Ah oui, c'est clair, hein, c'était vraiment à tort de rire, surtout le tribunal des petits, quoi. Genre les À mecs, mort de. les mecs, ils habitent sous un ring, tu vois, seulement que sous le ring, il y a seulement des grosses pièces, il y a les backstage. Ah ouais, c'était vraiment what the fuck. J'étais mort de rire. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour des trucs dont on a souvenir, hein. Ouais. Après, ouais, bah, je pense qu'il y avait pas grand chose d'autre de très très quand de cette année-là. On a vu un peu de principal, ouais. Ah si, un dernier truc. La ceinture ovale intercontinentale était très belle. Voilà. Là j'ai fini. Ah, pas fan, désolé. Ouais, c'est pas la meilleure, mais je trouve que ça a son charme quand même, la ceinture ovale. Ouais, j'ai toujours préféré la blanche, moi. Ouais, Ouais, après la blanche, c'est masterclass, hein, y a rien à dire là-dessus, hein. Y a rien pour concurrencer. c'est vrai. Mais la ovale, ouais, bon, pas fan, mais c'est vrai que bon, ça a marqué ma jeunesse. Mais Hmm, j'ai préféré quand ils sont passés à la blanche. ouais. Bon ben du coup, mon cher Pépé Foot, on peut conclure pour dire que l'année 2009, ce fut une belle année niveau catch. On a eu plein de trucs références, on a eu plein de rivalités marquantes, et c'est une année qui a permis de continuer d'établir les grosses stars qui étaient déjà là. En tout cas, c'est la dernière année où on en avait en masse, du moins, parce que aujourd'hui, où sont les vrais gens, comme dirait Batista? What happens to this business? Je crois que c'est ce qu'il disait lors de sa promo de Hill. Mais sinon, ouais, hein, les stars continuent à être solidifiées, ils continuent à faire de gros moments, à créer de gros moments. Et il y a eu aussi quelques tentatives à partir de la mid-card de créer une sorte de relève, même si la suite et le résultat final on le connaît un peu et c'est un peu plus décevant. Mais sinon, 2009 c'était une super année de l'Air Catch Attack. Ce fut d'ailleurs l'une des dernières années prime de cette ère. 2010 ce fut un peu moins bien mais ça allait quand même. Et 2010 c'était vraiment la dernière année. Et les gens ont souvent tendance à comparer 2009 à l'ère d'aujourd'hui. Franchement, moi j'entre pas dans ce jeu. J'aime bien les deux périodes actuelles. Ce sont deux périodes qui ont leurs qualités, leurs défauts. Et franchement, on apprécie juste quoi. Maintenant, je te laisse conclure de ton côté aussi. Bah écoute, oui, c'est vrai que 2009 c'était une année très marquante qui nous a tous marqués parce que c'était là la plupart qu'on a découvert le catch. Donc je me demande si elle était vraiment si belle ou si c'est la nostalgie qui. Mais Oui, en tout cas, en ça ce qui doit me jouer un peu concerne, je quand même, préfère. qu'on soit honnête. Ça doit jouer quand même, ouais. Mais moi, en ce qui me concerne, je dois vraiment comparer de manière très objective aujourd'hui et 2009. Ah, je trouve qu'aujourd'hui c'est meilleur. Aujourd'hui Pépé, c'est meilleur, non, mais ça non, non, je trouve Pépé, qu'aujourd'hui c'est non. meilleur. S'il te Je suis plaît, désolé, mais je s'il trouve te plaît, qu'aujourd'hui gars, c'est s'il te meilleur. plaît. Même si je dois reconnaître que c'est une période qui m'a marqué et plusieurs années plus tard, je vais en parler encore avec des souvenirs. Euh, c'était une très belle période qui a créé, pas, je rejoins les autres, pas vraiment créé d'énormes cracks, Oui. mais qui a été très divertissante. Meilleur que 2010, c'est vrai. Meilleur que 2010. Hmm. Bon ben, du Donc, coup, oui, vas-y. je pense qu'il faudrait quand même qu'on revienne aussi sur la N2010 parce que je sais pas si 2009 c'était vraiment vraiment meilleur. Ben, si tu veux, on trouvera l'occasion de revenir sur 2010 un jour, hein. Parce que À voir, à voir, c'est pas en projet, mais je vais y réfléchir. Du coup, à ben, voir, à voir. ce fut un plaisir d'échanger avec toi sur l'année 2009. Une année commune à un certain prime de popularité en France, en plus. On a Ouais. eu des discussions intéressantes, on s'est remémoré les bons moments et aussi on a su reconnaître les défauts et quand il y avait de la merde, qu'on se le dise, hein. Ouais.
Donc voilà. Et du coup, c'est là que se termine cette énigmatique Asylum, c'est là que se termine ce podcast. Donc pour les nostalgiques comme nous, on vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner également et partager votre plus belle expérience de WWE en 2009 ou alors si vous avez regardé autre chose, partagez également. Dire quels ont été les moments marquants pour vous. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!